Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour la première année du collège, la respiration aérienne, notre première partie, la respiration pulmonaire, et la deuxième partie, Inch'Allah, ça sera la respiration trachéenne. Alors, les poumons pour respirer dans l'air. Les poumons sont des organes, comme vous le connaissez très bien, respiratoires des vertébrés et de quelques mollusques, comme l'escargot, comme on va le voir. Ces organes sont capables d'effectuer des échanges gazeux avec de l'air, mais il y a plusieurs types de poumons. Nous avons les poumons saculaires, comme on le retrouve chez la grenouille et chez l'escargot. Des poumons alvéolaires, c'est le cas des mammifères, on va parler de l'homme. Et des poumons tubulaires, on les retrouve chez les oiseaux. Notre activité a déterminé les structures anatomiques respiratoires chez les escargots. Donc, comme vous le voyez, on voit très bien que l'escargot possède un orifice juste à côté de la coquille. Cet orifice-là, on voit très bien qu'il se ferme et s'ouvre d'une façon continue. Cette vitesse, la vitesse de fermeture d'ouverture, augmente en fonction des activités, de l'activité de l'escargot. Quand on pose un petit peu de l'eau savonnée au niveau de cet orifice-là, on voit très bien qu'il y a des bulles d'air, ce qui montre bien que cet orifice-là, effectivement, c'est un orifice respiratoire par lequel entre l'air et ressort l'air, bien sûr, riche en dioxygène et ressort l'air riche en dioxyde de carbone. L'ouverture, la fermeture de cet orifice-là va constituer les mouvements respiratoires, bien sûr, responsables qui vont créer le courant d'air. Effectivement, comme nous l'avons déjà dit, l'escargot possède un seul orifice respiratoire qu'on appelle le pneumostome. Effectivement, l'air pénètre par l'orifice, bien sûr, respiratoire, mais se dirige vers un seul sac. Bien sûr, dans ce cas-là, l'escargot possède un seul poumon. Ce poumon-là, il est très riche en vaisseaux sanguins, comme vous le constatez. Donc, au niveau du poumon de l'escargot, vont s'effectuer les échanges gazeux entre l'air et le sang. Dans ce cas-là, bien sûr, le sang va jouer le rôle d'agent de transport. Il va transporter le dioxygène du poumon de l'escargot vers toutes les cellules de l'escargot, tous les organes, bien sûr. Je continue, comme je l'ai déjà dit, bien sûr, nous avons une cavité paléale qui constitue le poumon de l'escargot. Il est vide dans ce cas-là. Quand on souffle par l'orifice en utilisant une pipette, par exemple, on voit très bien que cette cavité paléale va se remplir d'air. Effectivement, il constitue bien sûr le poumon de l'escargot. Donc, l'escargot a un seul poumon et un orifice respiratoire. Celui-ci s'ouvre et se ferme pour laisser entrer et sortir l'air de l'appareil respiratoire. Effectivement, comme je l'ai déjà dit, nous avons l'orifice respiratoire de l'escargot. Bien sûr, un escargot sans coquille montre bien sûr, on voit très bien le poumon de l'escargot qui a une membrane très fine, comme vous le constatez, et riche en vaisseaux sanguins. On va visualiser, bien sûr, le trajet de l'air dans ce cas-là. Bien sûr, l'orifice s'ouvre, pénétration de l'air riche en dioxygène. Au niveau du poumon, vont s'effectuer les échanges gazeux, bien sûr, et l'air va ressortir par notre orifice, bien sûr, comme nous l'avons déjà dit. Effectivement, je continue. Un petit schéma qui présente ce qui se passe chez l'escargot, c'est-à-dire les échanges gazeux, pénétration de l'air riche en dioxygène. Au niveau du poumon, vont s'effectuer les échanges gazeux avec le sang et bien sûr, ressorti, l'air riche en dioxyde de carbone va ressortir. Je continue, nous l'avons déjà dit, donc sur un escargot vivant, on observe bien du côté droit sous la coquille un orifice appelé pneumostome qui s'ouvre et se ferme d'une façon rythmique et continue. En soufflant par le moyen d'une pipette à travers cet orifice-là, on voit très bien, sûr, chez un escargot mort sans coquille, on observe bien le gonflement d'un sac appelé cavité paléale qui constitue bien sûr le poumon de l'escargot. Ce poumon a une paroi très fine, bien sûr, riche en capillaires, ce qui permet, comme je l'ai déjà dit, les échanges gazeux entre l'air du poumon de l'escargot avec le sang. Activité 2, déterminer les structures anatomiques respiratoires chez l'homme. Donc, comme vous le connaissez très bien, nous avons une inspiration-expiration. Pendant l'inspiration, on voit très bien que la cage thoracique, bien sûr, que le volume de la cage thoracique va augmenter, comme on le voit bien sûr. On voit très bien que le diaphragme va s'abaisser effectivement, ce qui va faire augmenter le volume de la cage thoracique avec pénétration de l'air vers les poumons. Mais pendant l'expiration, on voit très bien que la cage thoracique s'abaisse et le diaphragme va se soulever dans ce cas. Le volume de la cage thoracique va diminuer, ce qui va pousser bien sûr
l'air à ressortir. Découvrons maintenant les structures microscopiques de notre poumon, bien sûr, on va le voir effectivement. On voit très bien que la trachée se divise en deux branches. Bien sûr, chaque branche va se diriger vers un poumon. Bien sûr, chacune des deux branches va se ramifier en plusieurs branchioles. Elle-même va se diviser en microbranchioles, si on veut dire bien sûr, qui se termine par cette amas, si on veut dire bien sûr, qui constitue ce qu'on appelle les vésicules pulmonaires. Elle-même, bien sûr, chaque vésicule pulmonaire elle-même est constituée d'un ensemble, comme vous le constatez, de petits sacs qui constituent les alvéoles pulmonaires qui sont très riches en vaisseaux sanguins. Donc, au niveau des alvéoles pulmonaires, vont s'effectuer les échanges gazeux entre l'air, qu'on va appeler l'air alvéolaire, et le sang. On va le montrer, bien sûr. Effectivement, il y a des échanges gazeux au niveau, bien sûr, des alvéoles, entre l'air alvéolaire et le sang, comme vous le constatez. Voilà. Donc, le dioxygène va passer de l'air alvéolaire vers le sang, alors que le dioxyde de carbone va passer du sang vers, bien sûr, l'air alvéolaire, comme on le voit très bien. Effectivement, nous l'avons déjà dit, vous allez constater bien sûr que l'air inspiré, nous avons comme teneur en dioxyde de carbone 0,03%, alors que le O2 21%, pour l'azote 78%. Mais dans l'air expiré, on voit très bien que le CO2 n'est que 5%, alors que le O2 est de 16%, ce qui veut dire bien sûr que l'air au niveau des alvéoles perd le dioxygène et gagne bien sûr augmentation de la teneur en dioxyde de carbone, mais la teneur de l'azote reste constante. Un petit test uniquement, bien sûr, comme vous le constatez. Donc, nous avons les alvéoles pulmonaires, voilà. Nous avons les capillaires sanguins, effectivement. Nous avons l'extrémité des branchioles, peut-être, vous l'avez déjà. Donc, nous avons notre vénule, bien sûr, petite veine, vaisseau sanguin et artériole, effectivement. Je continue, bien sûr, un petit schéma qui représente ce que nous avons déjà dit, ce qui se passe au niveau des alvéoles pulmonaires. Je parle des échanges gazeux entre l'air alvéolaire et le sang. Notre résumé, en arrivant au niveau des alvéoles pulmonaires, je retrouve la paroi très mince et très richement vascularisée, ce qui permet des échanges gazeux entre l'air alvéolaire et le sang, je l'ai déjà dit. Le sang joue le rôle d'agent de transport, bien sûr. Il va transporter le dioxygène des alvéoles pulmonaires vers toutes les cellules du corps. Bien sûr, il va retourner avec le CO2, bien sûr, des cellules vers les alvéoles pour le rejeter à l'extérieur, bien sûr, au cours d'une expiration. Activité 3, déterminer les structures anatomiques, cette fois-ci chez la grenouille. On va le voir bien sûr. Donc, notre grenouille possède, comme vous le constatez, deux sacs qui représentent bien sûr deux poumons. On va voir, on va visualiser bien sûr le trajet de l'air. Donc, pendant le premier temps de l'inspiration, donc l'inspiration chez la grenouille, il a deux temps. Premier temps, on voit très bien que l'air pénètre par les narines, puis bien sûr arrive dans le plancher buccal qui s'abaisse, il se remplit de l'air. Vous le constatez. Dans ce cas-là, normalement, les orifices, bien sûr, de la glotte, ils sont fermés. Deuxième temps, on voit très bien que les narines se ferment, mais l'orifice de la glotte s'ouvre, ce qui permet l'air de passer de notre plancher buccal vers les poumons. Donc, au niveau du poumon, vont s'effectuer les échanges gazeux entre l'air et le sang. Et bien sûr, on passe à notre étape 3, l'expiration. Dans ce cas-là, l'air riche en dioxygène va ressortir bien sûr par les narines de notre grenouille. On va voir l'animation continue. Donc, pénétration de l'air vers le plancher buccal. Celui-ci va se lever pour pousser l'air vers les poumons. Puis, bien sûr, étape de l'expiration, l'air riche en dioxyde de carbone va ressortir. Je continue. Notre résumé, lorsque la grenouille avale l'air n'ayant pas de cage thoracique, la grenouille ne possède pas de cage thoracique, donc il ne peut pas inspirer l'air. Ce mélange gazeux se retrouve dans les poumons, là grâce à la finesse, bien sûr, comme nous l'avons déjà montré, de la paroi pulmonaire et des capillaires. L'oxygène de l'air peut passer à travers cette paroi, bien sûr, et se retrouver dans le sang. Bien sûr, le sang va jouer dans ce cas aussi le rôle d'agent de transport. Activité 3, déterminer les structures anatomiques respiratoires chez les oiseaux. Comme vous le constatez, les oiseaux ne possèdent pas uniquement des poumons, mais ils possèdent aussi ce qu'on appelle des sacs aériens. On se demande quel est le rôle de ces sacs aériens. Effectivement, comme on va le voir bien sûr, l'air pénètre, va passer par la trachée, mais va se diriger directement vers les sacs postérieurs.
Les sacs postérieurs vont se remplir d'air, puis cet air va passer vers les poumons de l'oiseau. Et bien sûr, par la suite, l'air va passer des poumons, dans ce cas-là, vers les sacs antérieurs et enfin va ressortir par la trachée artère. On va essayer de comprendre ce qui se passe, bien sûr, comme vous le constatez. Nous avons représentation des sacs postérieurs, représentation des sacs antérieurs et des poumons. Les poumons des oiseaux, ils ont une structure bien spéciale et ils ont une forme de tubule. Pas des alvéoles, bien sûr. On va le voir. Donc, effectivement, l'air passe par la trachée vers les sacs postérieurs. Des sacs postérieurs va passer. Notez que l'air chez les oiseaux, il a une seule direction. Donc, il va traverser les poumons. Il ne va pas sortir par les mêmes voies par lesquelles il a rentré. Donc, l'air va passer des poumons, dans ce cas-là, vers les sacs antérieurs. Et bien sûr, étape finale, si on veut dire, l'air va quitter les sacs antérieurs au cours d'une expiration. Effectivement, en complément du poumon, les oiseaux possèdent des sacs aériens qui n'ont pas une fonction directe sur les échanges gazeux, mais qui interviennent comme du soufflet, si on veut dire, en maintenant un flux d'air unidirectionnel, c'est-à-dire dans le même sens, et constant dans les poumons. Effectivement, les échanges gazeux ne s'effectuent pas comme chez les mammifères dans les alvéoles, qui sont des culs de sac, mais dans des parabranches, je l'ai déjà dit, sorte de microtubules où l'air circule de manière unidirectionnelle. Les 4 étapes, bien sûr, de la respiration chez les oiseaux. Donc, nous avons premier cycle respiratoire, entrée de l'air vers les sacs postérieurs. Première expiration, l'air dans ce cas-là va passer des sacs postérieurs vers les poumons où s'effectueront les échanges gazeux avec le sang, bien sûr. Deuxième cycle respiratoire, dans ce cas-là, bien sûr, on voit très bien que l'air va passer des poumons, mais dans ce cas-là, vers les sacs antérieurs. Et bien sûr, deuxième expiration, l'air va quitter, bien sûr, les sacs antérieurs pour ressortir, bien sûr, à travers notre trachée. L'oiseau inspire, tous les sacs aériens se gonflent, les sacs postérieurs s'emplissent d'air pur, bien sûr riche en dioxygène en provenance de l'extérieur. Les sacs antérieurs s'emplissent d'air vicié en provenance des parabranches, c'est-à-dire des poumons. L'oiseau expire, tous les sacs aériens se dégonflent, se vident bien sûr de l'air. Les sacs postérieurs se vident de l'air pur, c'est-à-dire riche en dioxygène, dans les parabranches, c'est-à-dire il va passer dans les poumons. Les sacs antérieurs se vident de l'air vicié, c'est-à-dire riche en dioxyde de carbone, vers l'extérieur. Récapitulation, bien sûr, l'appareil respiratoire chez la grenouille, ce sont des poumons saculaires, chez l'homme des poumons alvéolaires, chez l'oiseau des poumons tubulaires. La surface pour le cas de l'homme, bien sûr, elle est très grande, 145 mètres carrés, grâce à, bien sûr, à sa structure microscopique, je parle des alvéoles. La ventilation, c'est-à-dire ce qui permet, bien sûr, la caractéristique qui permet de créer le courant d'air, bien sûr, pour faire entrer l'air au niveau des poumons et le ressortir. Chez la grenouille, il est bidirectionnel, c'est-à-dire le même passage par lequel rentre l'air riche en dioxygène, c'est le même par lequel ressort l'air riche en dioxyde de carbone. Donc bidirectionnel par pompe buccale refoulante, bien sûr, ne possède pas de cage thoracique. Chez l'homme, bidirectionnel aussi par pompe musculaire, c'est-à-dire je parle ici des muscles de la cage thoracique aspirante, alors que chez les oiseaux, il est unidirectionnel grâce au sac aérien. La circulation pour les 3 cas, il s'agit du sang, c'est-à-dire c'est le sang qui joue le rôle d'agent de transport des gaz depuis les poumons vers toutes les cellules pour revenir, bien sûr, riche en dioxyde de carbone. L'efficacité des échanges chez la grenouille, elle est moyenne, bien sûr, chez l'homme, elle est bonne, mais chez les oiseaux, elle est très, très bonne. Merci.